Bonsoir Christelle. Bonsoir Tom. Alors nous arrivons au 107e Citrep, nous sommes le 15 septembre 2018 et comme sans doute l'auront remarqué nos vidéos spectateurs et spectatrices, l'adresse qui s'affiche au bas de l'écran a changé. Parce que évidemment il s'est passé quelque chose, c'est que les serveurs de Donipress ont disparu, hein, ont été je dirais coupés d'internet. Ce qui fait que toi, finalement, tu as mis en route un projet et en même temps ce moyen de pallier à la disparition de Donipress avec le site Donbass Insider qui désormais est quelque part un peu ton site à toi en attendant la restauration ou moins en tout cas l'apparition d'un nouveau site de Doni. Voilà. Mais ça sera un projet complémentaire qui continuera d'exister de toute façon en parallèle, qui se veut ouvert à d'autres auteurs sur des sujets qui concernent le Donbass, la Russie, l'Ukraine, mais aussi les conflits connexes, comme la Syrie ou la Libye. Donc en gros, c'est pas un énième site de Doni, c'est un projet personnel. Donc il y aura certains de mes articles qui seront publiés en double sur les deux plateformes, certains qui ne seront que sur l'une, certains que sur l'autre, donc il n'y aura pas que moi. Donc voilà, il y aura d'autres auteurs et des contenus qui viennent d'autres personnes pour qui poster sur le site de Doni pouvait être problématique pour diverses raisons. Donc voilà, j'espère qu'on arrivera à rétablir des sites de Doni assez rapidement. On travaille d'arrache-pied à ça. Je sais que les gens s'inquiètent, j'ai beaucoup de messages. Mais bon, on fait vraiment au mieux comme on peut, mais effectivement le problème technique est assez grave, donc malheureusement ça prend du temps, quoi. Donc on peut pas faire plus vite. Alors, maintenant on va parler du Citrep, hein, évidemment. Je voudrais insister sur le fait qu'il y a 3 éléments au moins dans le Citrep qui sont majeurs, hein, qui indiquent une dégradation certaine de la situation, en particulier le nombre de frappes contre les civils qui se sont qui sont intervenus cette semaine. On arrive à un stade où on est dans le cadre d'une escalade, hein, puisque là les chiffres sont explosifs dans le sens où en fin de semaine dernière on avait une recrudescence violente des frappes. Des bombardements, et là en fait on reste sur cette tendance-là toute la semaine, et on est resté sur une tendance à la hausse. L'autre événement majeur, ça a été l'annonce qui a été faite hier par l'Église orthodoxe russe de sa rupture de ses relations diplomatiques avec l'Église de Constantinople. Donc ça, je vais en parler. Donc suite à ces histoires d'accorder l'autocéphalie à l'Église schismatique d'Ukraine, et donc l'attaque qui a été planifiée, qui n'a pas eu lieu. Il semble qu'il y a eu des petites tractations, je pense, entre l'Occident, la Russie et l'Ukraine pour calmer le jeu un petit peu, même si, comme on va le voir, ça s'est pas vraiment reflété dans le nombre de bombardements. Oui, il y a aussi l'enquête du FSB à propos de l'assassinat de Zakharchenko, hein. Voilà, qui donne aussi des éléments qui confirment les premières informations qui avaient été divulguées par entre autres par Edouard Bassourine, hein, donc comme quoi les services de renseignement de la RPD sont plutôt bons, hein, puisque on avait déjà donc souligné le fait qu'il y ait de bonnes chances que les services secrets occidentaux soient impliqués. C'est confirmé. Voilà. Donc, on va en parler plus en détail après. Si on regarde la situation militaire, donc du 8 au 14 septembre, l'armée ukrainienne a violé le cessez-le-feu en République populaire de Donetsk à 143 reprises. Donc, on est presque au triple de la semaine dernière. On était à 50 la semaine dernière, durant lesquelles elle a tiré 175 obus de mortier de 120 et 82 mm, un missile anti-char. Alors, il semble que ce soit un Javelin qui a été tiré. Ah bah tiens. Mais ils savent pas s'en servir.
mais aussi des munitions, donc de véhicules de combat d'infanterie. Là justement, j'étais à Staromikhaïlovka aujourd'hui, qui a été bombardé hier à coups de ce genre de munitions, hein, donc les grosses douilles de 30 mm là, comme ça. Ils ont tiré aussi bien sûr à coups de lance-roquettes, de lance-grenades, armes légères, pour un total de 1143 munitions. Donc là, on est presque à 5 fois la quantité tirée la semaine dernière. Et je rappelle que ces chiffres, c'est que les munitions au-dessus du calibre de 12,7 mm. Ah. C'est-à-dire tout ce qui est en dessous, c'est pas compté. C'est-à-dire que non seulement il y a une explosion du nombre de violations du cessez-le-feu, mais en plus, on a une encore plus grande quantité de munitions utilisées. Et en termes de calibre, et en termes de calibre aussi, hein, puisque bon, on est beaucoup moins d'obus de mortier la semaine dernière et pas du tout de missiles anti-char. Il faut y rajouter les 19 violations et 141 munitions tirées par l'armée ukrainienne durant les dernières 24 heures. Ces tirs ont touché 23 localités de la République, donc là aussi on est à plus que la semaine dernière. Cette semaine, suite à ces tirs, un civil a été blessé à la jambe à Sakhanka. On montrera les photos quand j'en parlerai un petit peu plus avant après. 12 habitations ont été endommagées ou ont brûlé, dont presque, enfin on a 4 ou 5 qui ont été touchés hier à Staromikhaïlovka. Le missile anti-char, donc qui il semblerait être un Javelin, a été tiré sur un tracteur près de Gorlovka. Heureusement sans faire de victimes, hein, donc il semble qu'ils n'ont pas bien maîtrisé la trajectoire du Javelin et donc ils n'ont pas touché le... C'était pas un char hein, qui tirait, hein, c'était un tracteur. Non, c'est un tracteur. Voilà. C'est intéressant comme concept. Hein. Le jour où les tracteurs deviendront des équipements militaires, vous fera me faire signe. Cette semaine, plusieurs drones ukrainiens qui corrigeaient les tirs d'artillerie contre les civils ont été abattus et leur contenu étudié. Donc je parlais donc de ce civil blessé à Sakhanka. Ça a eu lieu le 12 décembre, donc là il y a 3 jours, un peu après 17 heures. L'armée ukrainienne a ouvert le feu à plusieurs reprises. Donc là il a été blessé lors de tirs avec des mortiers. Donc je rappelle Sakhanka qui est dans le sud de la République populaire de Donetsk, hein, près de la mer d'Azov. Donc en fait, plus tôt dans la journée, l'armée ukrainienne avait déjà ouvert le feu, mais avec des armes de plus petit calibre sur tous les villages environnants, donc Kominternovo et Leninskoye. Et puis à 17h25, ils ont décidé de passer le petit cran au-dessus. Ils sont mis à tirer d'abord 5 obus de mortier de 120 mm sur Sakhanka, 3 sur le village de Leninskoye. Et à Sakhanka, il y avait un homme de 60 ans qui rentrait chez lui après le travail, qui a été blessé par des éclats reçus à la jambe. Donc on va montrer des photos qui ont été fournies par les habitants de Sakhanka. Je les en remercie. Les soldats de l'RPD qui défendent le village lui ont donné bien sûr les premiers soins avant de l'envoyer à l'hôpital de Novoazovsk. Lors de ce bombardement, une maison du village a été endommagée. D'accord, oui, il y a des photos un peu sensibles. Hein, donc, Ouais, donc voilà, on prévient les auditeurs. Voilà. Même c'est pas beau, hein, les blessures par shrapnel, c'est jamais joli. Hein. Ça déchiquette, ça traverse, ça découpe, c'est de la boucherie, mais dans le sens le plus... mais c'est des lames de rasoir. C'est comme si vous projetiez des lames de rasoir. Les bombardements se sont poursuivis ensuite pendant plus d'une heure sur cette zone. Un coup d'obus de mortier de 82 et de 120 mm, touchant non seulement le village de Sakhanka, mais aussi Leninskoye, Kominternovo, Zaïtchenko et même Biezimenoye, qui est pourtant beaucoup plus à l'arrière de la ligne de front. Ils ont poursuivi un peu plus tard en revenant à du plus petit calibre, puisqu'à 18h50, c'est 29 grenades tirées par un lance-grenade automatique qui ont frappé Sakhanka. Et ensuite, ils sont reportés sur d'autres zones du front, comme Yassinovataya et Gorlovka, avant de reprendre les tirs contre Kominternovo à 20h20, avec des mortiers de 120 mm et des véhicules de combat d'infanterie. Au total, ce jour-là, l'armée ukrainienne a tiré 32 obus de mortier de 120 mm et 44 de 82 mm sur le sud de la RPD. Donc, quasiment la moitié du... Non, enfin, je veux dire, on a là presque la moitié du nombre d'obus tirés, de mortiers tirés pendant la semaine, juste sur cette zone-là en un jour. Tout va bien. Effarant. Tout va bien. Et donc on parlait de l'attaque qui était normalement prévue dans cette zone-là pour hier, a été postposée sine die. Il semble que la divulgation des plans des forces armées ukrainiennes a joué, parce qu'ils comptent un petit peu sur l'effet de surprise. Non, là c'était raté. Là c'était carrément raté.
Voilà, puis les preuves de l'accumulation importante de soldats et d'équipements près de Mariupol ont été transmises non seulement à l'OSCE, mais aux autres pays garants des accords de Minsk en disant bon, là, il serait peut-être temps que vous faites votre boulot. Hein. Donc il semble qu'effectivement ils ont fait pression auprès de Kiev pour calmer un petit peu les ardeurs guerrières de Porky. Je pense que l'autre facteur qui a pu jouer, donc c'est le refus aussi par 60% des soldats de la 56e brigade d'infanterie mécanisée des forces armées ukrainiennes de mener les missions de combat à cause de retards de paiement importants de la part du quartier général. Il semble que ce soit lié au fait qu'une prime extraordinaire avait été versée aux troupes de choc de la 36e et de la 128e brigade. Donc je rappelle les deux unités qui devaient mener le gros de l'attaque. Et bon, en clair, le commandement ukrainien avait déshabillé Pierre pour habiller Paul. Et bon, il semble que Paul ait décidé que, écoutez, vous nous payez pas, nous on bosse pas. Voilà, c'est plus ou moins ça. Ça c'est légitime, parce que depuis un certain temps, l'État ukrainien oublie je dirais, de payer des soldats, les simples soldats qui ont été plus ou moins obligés de venir sur le front quand même, parce que c'est plus des mobilisations, c'est des rafles maintenant. L'armée ukrainienne opère des rafles sur les citoyens ukrainiens pour les obliger à venir se battre contre leurs frères. Dans le Donbass. Voilà. L'autre facteur qui a pu jouer, j'en parlerai un petit peu après, c'est le jugement qui a été rendu à Londres hier. Donc ça, je vais en parler aussi. Et je pense que ça aussi, ça a joué sur le fait que l'attaque a été postposée. Je vais en parler un peu plus après. Et en tout cas, si l'attaque a été annulée, l'accumulation de matériel lourd dans cette zone près de Mariupol se poursuit. Ainsi, sous couvert de compétition d'artillerie près d'Ourzouf, des canons pions de 203 mm ont été amenés à Mariupol. Alors, je rappelle que ces canons ont une portée de 47 km et qu'en étant installés à Mariupol, ces canons permettraient de frapper la ville de Novoazovsk en RPD, qui est vraiment très en arrière du front. C'est-à-dire, on mettra une petite carte, on a Sakhanka, on a Biezimenoye, Novoazovsk, qui est à quand même bonne distance, je veux dire. Alors faut ajouter du 203 mm, c'est du très gros calibre, ça fait des très très gros trous et des très très gros dégâts. Ils balancent des obus. Il faut 4 types pour porter l'obus, rien que pour porter l'obus. Ils sont tellement énormes que ça donne une petite idée. C'est des obus de 203 mm. Il faut savoir que 203 mm, c'était pratiquement les canons de marine, le diamètre de certains canons de marine pas sur les cuirassés bien évidemment, ou sur les croiseurs lourds, enfin les croiseurs de bataille, voilà, c'était déjà des gros canons de marine. C'est un calibre qui est à peine quelques millimètres en dessous du calibre d'un lance-roquette Ouragan. Bon, lance-roquette Ouragan, je rappelle quand ils en ont tiré un sur le gros rond-point du motel, ça a tout soufflé sur une grosse distance. C'est un énorme rond-point, ça a détruit les magasins qui étaient de l'autre côté. Quand même. Ça a fait un cratère de plusieurs mètres de large. Moi, je recommande à nos vidéospectateurs et vidéospectatrices d'aller Google ou ailleurs et taper l'occurrence canon pion, pour voir les vidéos parce qu'ils font des exercices militaires, les Ukrainiens avec. Les vidéos de tir de cet engin, ils se rendront compte un peu du truc que c'est. Donc quand tu vois des machins à Mariupol, tu commences à t'inquiéter un peu quand même. C'est clair. On va parler maintenant de cette histoire d'autocéphalie de l'Église orthodoxe ukrainienne, parce que c'est en train de prendre des proportions gigantesques. Donc après que Constantinople a décidé d'envoyer des hiérarques, c'est-à-dire des espèces d'envoyés à Kiev sans le consentement du métropolite Onufre, qui je rappelle est la seule autorité légitime de l'Église orthodoxe ukrainienne en Ukraine, et sans celui du patriarcat de Moscou, dont dépend l'Église ukrainienne, celle qui est officielle en tout cas, on se dirige vers une crise majeure. Donc je suis en train d'analyser tout ça, l'article n'est pas encore fini, donc je vais expliquer déjà les grandes lignes, mais donc je signale à nos vidéospectateurs qu'un article d'analyse beaucoup plus complet va venir, ou qui va vraiment tout vous expliquer. Je me rends bien compte que la plupart des gens en fait savent pas comment ça fonctionne. Donc je vais un peu expliquer tout ça. En tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est que suite à l'envoi de ces deux hiérarques pour accorder l'autocéphalie à Kiev, donc il semble que
Bartholomée, le patriarche orthodoxe de Constantinople, a l'air d'être parti dans l'idée d'aller jusqu'au bout de ce délire. L'Église orthodoxe russe lui a adressé un avertissement en coupant toutes les relations diplomatiques avec Constantinople. Ceux de nos vidéospectateurs qui me lisent régulièrement savent que ça fait plusieurs mois que je parle de ces histoires d'autocéphalie et des risques que cela pourrait engendrer sur la situation en Ukraine, et donc ça fait déjà depuis avril que des bruits courent sur la volonté de Bartholomée d'accorder l'autocéphalie à l'église orthodoxe ukrainienne du patriarcat de Kiev, qui, je le rappelle, est une église schismatique créée en 1992 et non reconnue par les autres églises orthodoxes. Bartholomée a un anathème sur la tête, il a été excommunié, quoi, je veux dire. Bon. Malgré les avertissements donc répétés de l'Église orthodoxe russe sur le fait que ça violait non seulement les lois canoniques, mais aussi les règles de fonctionnement de l'Église orthodoxe et que cela risquait de provoquer une guerre de religion en Ukraine, donc il semble que Bartholomée soit décidé à aller jusqu'au bout de ce plan. On va parler un petit peu du pourquoi, des motivations de Bartholomée après, parce que là, il risque quand même de provoquer un véritable schisme au sein de l'Église orthodoxe. C'est quand même extrêmement grave. On parle d'un truc sérieux là. C'est surtout de faire couler du sang en Ukraine, parce que de faire couler du sang en Ukraine. Voilà, ça, je vais expliquer aussi pourquoi. C'est ça. Alors, pour ceux qui savent pas un peu ce que c'est la différence entre l'Église orthodoxe et les autres églises, catholiques, protestantes, etc. L'Église orthodoxe, c'est un groupement d'églises qui se réclament de la théologie et du droit canon des 7 premiers conciles de l'Église chrétienne, c'est-à-dire jusqu'au second concile de Nicée de 787. Donc c'est un groupement d'églises qui ne reconnaît pas les autres conciles qui ont suivi après et les lois canoniques qu'ils ont édictées. D'accord ? C'est un groupe d'églises qui s'est séparé de ce qu'on appelle actuellement l'Église catholique lors du schisme de 1054. Donc avant ce schisme, il n'y avait pas d'église catholique et orthodoxe. Il y avait l'église chrétienne, qui reconnaissait donc le pape à Rome, et eux ils se sont scindés donc en 1054. Donc le fonctionnement de l'église orthodoxe est quand même très différent de celui de l'église catholique. Par exemple, il n'y a pas de pape centralisé, il n'y a pas d'administration centrale. C'est une communion, donc un groupement d'églises qui sont indépendantes en termes d'organisation interne. Il faut savoir qu'il y a actuellement 14 églises autocéphales orthodoxes. Donc autocéphale, ça veut dire quoi ? Ça veut dire 14 églises qui ont leur propre chef, leur propre patriarche ou leur propre archevêché. D'accord ? Et chaque église désigne elle-même son primat. Aucune église n'a de droit sur l'autre. Donc l'église orthodoxe de Russie n'a pas de droit sur le fonctionnement interne de l'église orthodoxe du patriarcat de Constantinople, et réciproquement. Mais certaines de ces églises bénéficient d'une primauté d'honneur liée à leur ancienneté, comme celle d'Alexandrie, ou à l'ancien statut de capitale de l'Empire, à l'époque c'était l'Empire byzantin, comme celle de Constantinople. Donc le patriarche de Constantinople bénéficie d'une primauté d'honneur. C'est pour ça que le patriarcat œcuménique orthodoxe est à Constantinople. Enfin Istanbul, quoi. Istanbul, voilà. Mais il est toujours appelé Constantinople au niveau de l'appellation. Dans l'église orthodoxe, donc il n'y a pas un chef suprême qui décide. Les décisions importantes comme celle d'accorder l'autocéphalie justement, ou les questions de dogme, doivent être prises en commun par décision collégiale entre l'ensemble des églises autocéphales. Donc c'est là qu'on voit que c'est quand même très différent. Tu vois, c'est pas comme dans l'église catholique où le pape peut prendre une décision et puis voilà, tout seul comme un grand, et puis ça s'applique à tout le monde. Non, là ça fonctionne pas comme ça. Ils doivent se réunir et discuter ensemble et trouver un consensus. Ça c'est basé sur la vision orthodoxe qui veut que le chef suprême de l'église, c'est Jésus-Christ. C'est notre Seigneur Jésus-Christ. Et que donc aucun être humain n'a le droit de s'approprier ce titre. D'ailleurs, pour les orthodoxes, le pape n'a pas de primauté. Pour eux, c'est un patriarche. Pour eux, c'est l'équivalent du patriarche de Rome. C'est ni plus ni moins. Donc pour eux, il est l'équivalent du patriarche Kirill ou du patriarche Bartholomée. Voilà. Et donc, du fait de ce fonctionnement indépendant, donc chaque église autocéphale, c'est une structure indépendante des autres. Là où elles se rejoignent et elles sont en communion, c'est en termes de liturgie, en termes de dogme, et donc le fait que justement toutes ces questions dogmatiques, elles sont prises ensemble lors des synodes
qui sont des réunions qui sont organisées donc entre les différentes églises orthodoxes. Donc, de par ce fonctionnement, une église n'a pas le droit d'interférer dans les affaires internes d'une autre église. C'est un peu comme les États qui n'ont pas le droit de faire de l'ingérence dans les affaires d'un autre. Hein, voilà. Ce qui fait que pour qu'une église obtienne l'autocéphalie, il faut que cette dernière soit reconnue par les autres églises autocéphales, selon ce principe de collégialité des décisions qui est fondamental dans l'orthodoxie. Il faut vraiment le comprendre. C'est ce qui est essentiel pour comprendre à quel point les actions actuelles de Bartholomée sont effectivement complètement contraires à la fois aux règles de fonctionnement de l'Église orthodoxe, mais complètement anticanoniques. C'est vraiment, là, ce qu'il fait, c'est de l'hérésie pure et simple. Là, ça s'illustre parfaitement avec le cas ukrainien, hein, donc l'Église orthodoxe ukrainienne du patriarcat de Kiev, donc celle dont je parlais, qui est née en 1992, d'un schisme avec l'Église orthodoxe ukrainienne du patriarcat de Moscou. Elle n'a été reconnue par aucune autre église autocéphale. Aucune. C'est ce qui fait d'ailleurs que cette église est non canonique et que pour toutes les autres églises orthodoxes, seule l'église orthodoxe ukrainienne du patriarcat de Moscou est légitime, parce que c'est la seule qui est reconnue. C'est d'ailleurs, si on regarde le cas de l'église orthodoxe russe, quand elle a obtenu son autocéphalie en 1588, après plus d'un siècle d'autonomie de fait, ça a été par une décision collégiale entre les patriarcats de Constantinople, d'Alexandrie, d'Antioche et de Jérusalem. C'est pas Constantinople tout seul qui a pris la décision, parce qu'il faut savoir que l'église orthodoxe russe dépendait du patriarcat de Constantinople au départ. Elle a donc demandé l'autocéphalie à Constantinople, qui s'est réunie donc avec Alexandrie, Antioche et Jérusalem, et ils ont pris la décision de façon collégiale. C'est pas Constantinople tout seul qui a pris la décision. D'accord ? Donc ça, c'est hyper important, parce que sans ça, vous comprenez pas à quel point ce que Bartholomée fait est extrêmement grave. Alors pour ceux qui se disent, ouais, mais bon, l'église russe aussi, elle avait eu une autonomie pas très légale avant de devenir autocéphale. Bon, il faut savoir que cette autonomie, elle n'avait pas été créée de manière intentionnelle. Elle a été créée par accident à cause de deux événements qui se sont passés. Ça a été d'abord le Concile de Florence, hein, donc au milieu du XVe siècle, qui a vu une tentative de rapprocher Constantinople de Rome et donc d'annuler le schisme de 1054 via ce qui s'appelait l'Union de Florence, qui est restée valable jusqu'en 1453. Et donc, en fait, suite à cette union de Florence, le patriarcat de Constantinople avait envoyé à Moscou un nouveau métropolite. Donc, le métropolite, c'est le chef de l'église locale dans une église qui n'est pas autocéphale. Hein, c'est ce qu'on a, par exemple, actuellement en Ukraine. On a un métropolite de Kiev, Onufre, qui est le métropolite légitime, qui dépend du patriarcat de Moscou. Donc il n'a pas patriarche, il est en dessous du patriarche de Moscou, mais donc c'est lui qui dirige localement. Donc, métropolite qui vient de métropole. Hein, c'est l'officiel ecclésiastique qui siège à la métropole. C'est ça le sens littéral. Donc à l'époque, Constantinople envoie un nouveau métropolite à Moscou, puisque l'église orthodoxe russe à l'époque dépendait de Constantinople, du patriarcat de Constantinople. Elle n'était pas autonome. Et ce métropolite qui a été envoyé, qui s'appelait Isidore, promouvait justement cette réunification avec Rome. Et donc il n'a pas été très bien accueilli par les Russes. Entre autres le grand prince Basile II, qui l'a emprisonné. Ah oui. Carrément. Voilà. Bon, après ils l'ont relâché, il s'est enfui en Italie. Donc suite à ça, et puis vu que l'union de Florence était toujours valable, Moscou a dit nous on ne demande pas un nouveau métropolite au patriarcat de Constantinople, parce que nous on ne reconnaît pas ce délire d'aller annuler l'état du schisme. Si le schisme a eu lieu, c'était pour une raison canonique et dogmatique importante. Il faut noter quand même que le pape François jésuite, n'est-ce pas, a tenté une nouvelle réunification avec l'Église orthodoxe, hein, à travers. Ils essaient de faire un remake de cette histoire d'union de Florence qui a foutu un sacré bordel. Hein, faut quand même dire ce qui est. Et donc, résultat, pendant plusieurs années, la Russie s'est retrouvée sans métropolite. D'accord. Et puis bon, en 1448, donc 7 ans après cette union de Florence, bon là, les évêques russes se sont décidés à élire eux-mêmes leur métropolite sans en référer à Constantinople.
En gros, ils ne reconnaissaient plus Constantinople du fait de ses velléités de se réunifier avec Rome. Ils ont dit, nous, on ne reconnaît pas ce délire. Non. Donc, ils se sont dit, bon, ça fait 7 ans qu'on est sans métropolite, on va arrêter les bêtises, là, on va les lire nous-mêmes, puis tant pis, quoi. Bon. Donc, ça sera d'ailleurs le premier métropolite de Moscou, puisque les précédents étaient toujours appelés métropolites de Kiev, alors même qu'ils ne résidaient plus à Kiev depuis la fin du XIIIe siècle. Donc, pour ceux qui avaient loupé les cours d'histoire, je rappelle, le premier État russe, c'était la Rousse de Kiev. Kiev était la capitale de ce qui est devenu ensuite la Russie. Voilà. Donc les premiers métropolites s'appelaient les métropolites de Kiev. Et même après que la Rousse ait été démembrée par les invasions mongoles, entre autres, ils ont été exilés à Vladimir puis à Moscou, mais ces métropolites continuaient de porter le titre de métropolite de Kiev. Mais là, quand à Moscou ils ont décidé de voter, ils ont dit bah non, ce sera pas un métropolite de Kiev, on est à Moscou, ça sera le métropolite de Moscou. Donc ce vote a été ensuite acté et la communion avec Constantinople a été rétablie après l'abolition de l'Union de Florence, donc en 1453, c'est-à-dire au moment où Constantinople est tombée. Donc le deuxième facteur qui a joué, c'est après la chute de Constantinople en 1453, donc Constantinople qui est devenu Istanbul au sein de l'Empire ottoman, il y a un vide qui s'est créé dans l'Église orthodoxe, puisque Constantinople n'était plus une capitale chrétienne. Et ce vide a été occupé par la Russie qui était en pleine libération du joug tatar qui je rappelle est aussi un peuple musulman. Résultat, la Russie a pris une place de premier plan en tant que nation orthodoxe et elle est devenue de manière officieuse ce qu'on a appelé la troisième Rome. Donc il y a eu la première, c'était Rome, la deuxième c'était Constantinople, après que Rome soit tombée, après que l'Empire romain d'Occident soit tombé, et après que l'Empire byzantin, l'Empire romain d'Orient soit tombé lui aussi, c'est la Russie qui a pris cette place-là. Et donc on comprend bien que suite à ça, effectivement, accorder l'autocéphalie à la Russie, ça faisait du sens. C'était quelque part logique. Voilà, ils étaient devenus autonomes de fait à cause des bêtises d'un patriarche de Constantinople. Tiens, voilà. Et c'est là qu'on retrouve donc 5 siècles plus tard le père Bartholomé, le patriarche Bartholomé, qui débarque avec ses gros sabots et vient jeter de l'huile sur le feu d'une situation déjà très tendue en faisant donc le jeu des ultranationalistes ukrainiens. Alors, il se dit un petit peu partout, y compris par les services turcs, que Bartholomé bosse pour les États-Unis, voire même pour les services secrets américains. Oui, ce qui serait pas étonnant du tout. Ce qui serait pas étonnant et ce qui semble être confirmé par le fait que les États-Unis ont été le premier pays à déclarer ouvertement soutenir cette démarche de Bartholomé concernant l'autocéphalie de l'Ukraine, alors que la Russie et le patriarche de Serbie, par exemple, se sont dressés vent debout contre cette hérésie. Voilà. Alors pour ceux qui voudraient comparer donc avec l'autocéphalie qui a été accordée à la Russie, donc comme je disais, la Russie, il y a eu des circonstances qui étaient vraiment exceptionnelles, tu vois, qui sont liées à une déviance de Constantinople et puis la chute de Constantinople, donc la chute de l'Empire byzantin, ce qui restait de l'Empire byzantin, et c'est ce qui a fait que l'Église orthodoxe russe s'est retrouvée autonome de fait. Et un siècle après, ils ont acté ça en donnant l'autocéphalie à la Russie. Mais là, on n'est pas du tout dans la même situation en Ukraine. On n'est pas du tout dans la même situation. En Ukraine, on parle de donner l'autocéphalie à une église schismatique, c'est-à-dire qui s'est séparée d'elle-même de l'église russe pour des simples considérations politico-politiciennes, qui n'ont strictement rien à voir avec des questions de dogme ou de canon. En plus, donc le patriarche autoproclamé de ce truc-là, Philarète, un anathème, il a été excommunié, donc je dirais, ils sont complètement hors la loi du point de vue du droit canon. Voilà. On rajoute à ça, il a des accointances avec tous les néo-nazis, parce qu'il bénit à tour de bras Pravi Sector, le bataillon Haïdar, enfin tous les salopards des bataillons néo-nazis, il te les bénit, il leur donne des médailles. Je rappelle donc les propos inadmissibles que ce patriarche avait tenus sur la guerre dans le Donbass, où en gros il dit que voilà, en gros si les gens d'ici meurent, c'est que c'est de leur faute et qu'ils ont des péchés à expier.
Voilà, c'est quoi. cynique, hein. Ouais. C'est plus que cynique. Qu'en plus, il a parlé de nombreuses fois d'exproprier, je le rappelle, les biens de l'Église orthodoxe ukrainienne du patriarcat de Moscou, qui est les légitimes et officiels, s'ils obtiennent l'autocéphalie. Bah, c'est ça le plus dangereux, c'est-à-dire que là, les fidèles de l'Église orthodoxe du patriarcat de Moscou en Ukraine risquent fort d'être obligés de se battre pour garder leurs églises, leurs monastères, etc. C'est d'ailleurs ce qui a poussé le Saint-Synode de l'Église orthodoxe russe à se réunir en urgence hier et à prendre des mesures contre Constantinople. Une façon entre guillemets de sortir le carton jaune ou de tirer le premier coup de semonce pour faire comprendre à Bartholomé que là il va trop loin. Parmi les mesures prises, il y a l'arrêt des prières pour le patriarche de Constantinople dans les églises orthodoxes russes. Donc il faut savoir que c'est une pratique commune, donc même si elles sont indépendantes, dans les différentes églises orthodoxes autocéphales, il y a donc à chaque fois des prières qui sont adressées pour les patriarches des autres églises. C'est justement une façon de maintenir la communion entre les différentes églises malgré leur indépendance en termes de structure administrative. Voilà, c'est un petit peu pour expliquer l'importance du truc. Hein. C'est pas juste on arrête de prier et puis voilà, ça équivaut à une rupture de communion. Hein. C'est quand même extrêmement grave. Ils ont aussi déclaré l'arrêt des concélébrations avec les hiérarques du patriarcat de Constantinople. Donc ça veut dire que si Constantinople veut vouloir envoyer des hiérarques en Russie, en gros, ils seront refusés. Et ils ne célébreront pas la messe avec eux, et la rupture des liens diplomatiques entre les deux églises. Donc, ce qui signifie que Moscou ne participera plus aux événements ou assemblées épiscopales organisées par Constantinople. Donc, c'est quand même très grave déjà. Hein. Et c'est juste le carton jaune. C'est même pas encore le carton rouge. C'est pas encore le carton rouge. Donc justement, l'Église orthodoxe russe s'est dite hier prête à aller encore plus loin si Bartholomé persiste dans ses bêtises. Donc je vais vous lire une partie du communiqué du Saint-Synode. Ils disent « En cas de poursuite de l'activité anti-canonique du patriarcat de Constantinople sur le territoire de l'Église orthodoxe d'Ukraine, nous serons contraints à rompre complètement la communion eucharistique avec le patriarcat de Constantinople. Toute la plénitude de la responsabilité et des conséquences tragiques de cette division repose personnellement sur le patriarche de Constantinople Bartholomé et les hiérarques qui le soutiennent. Sachant que ce qui se produit représente un danger pour toute l'orthodoxie mondiale, nous nous adressons en ce moment difficile aux églises orthodoxes autocéphales pour leur demander leur soutien et nous appelons les primats des églises à se pénétrer de la compréhension de notre responsabilité commune pour le sort de l'orthodoxie mondiale et à initier une discussion pan-orthodoxe fraternelle sur la situation ecclésiastique en Ukraine. Nous nous adressons à tout le plérôme de l'Église orthodoxe russe avec un appel à la prière ardente pour la préservation de l'unité de la sainte orthodoxie. » Donc en clair, si Bartholomé persiste dans cette bêtise, on risque d'assister à un véritable schisme au sein de l'Église orthodoxe à cause des actes hérétiques du patriarcat de Constantinople. Si l'Église russe se sépare de Constantinople et des autres églises orthodoxes qui accepteront de suivre dans cette folie, c'est la moitié des fidèles orthodoxes du monde entier qui partiront de la communion des églises orthodoxes, parce que l'Église orthodoxe russe, c'est environ 140 millions de fidèles quand même. Hein. Parce qu'il faut savoir qu'elle ne s'étend pas qu'en Russie. Donc, on a pu voir, elle s'étend aussi en Ukraine, où elle a quand même plus d'une trentaine de millions de fidèles, pas négligeable. Et elle a d'autres, on va dire, églises, donc d'autres métropolites dans d'autres pays, entre autres les pays baltes. Elle en a en Chine aussi, et dans d'autres pays, il y en a aux États-Unis. Donc, résultat des courses, c'est là qu'on voit que ces églises n'ont pas vocation à être reliées à un pays en propre, tu vois, ça n'a rien à voir, c'est juste un découpage administratif pour faciliter les choses, point. Le but, c'est pas de créer plein d'églises partout. Au contraire, l'église orthodoxe, elle se veut unie, justement dans ce sens d'unité de l'église orthodoxe. Le but, justement, c'est d'empêcher d'avoir plein d'églises autocéphales de partout qui divisent l'église de plus en plus. Et là, Bartholomé est en train de faire le contraire. Donc, c'est là qu'on voit que c'est complètement hérétique ce qu'il fait. Voilà. En plus de Moscou, il y a le risque que donc d'autres églises autocéphales la rejoignent, hein, comme la Serbie, qui pourrait donc suivre l'église orthodoxe russe, puisque donc Irénée, le patriarche
serbe s'est rallié du côté de Moscou. Il avait écrit avant cette déclaration du Saint-Synode russe une lettre, mais au vitriol contre Bartholomé et cette volonté d'accorder l'autocéphalie à l'Ukraine. Même l'Église orthodoxe polonaise a appelé Bartholomé à ne pas prendre une telle décision de cette manière et qu'il fallait respecter le principe de collégialité des décisions. Donc il risque d'y avoir là dans les jours qui suivent d'autres déclarations, d'autres patriarches, le temps qu'on va dire ils cogitent là-dessus et qu'ils pondent une déclaration. Mais comme l'a souligné donc Hilarion, qui est le métropolite qui sert de porte-parole de l'Église orthodoxe russe, le risque de guerre de religion suite à cette décision est malheureusement non négligeable. Il a dit hier, donc devant toutes les télés russes, nous pouvons nous attendre à ce que les scissionnistes, donc les schismatiques, prennent sous leur contrôle d'importants monastères tels que la Laure des grottes de Kiev ou la Laure de Potchaïv. Donc je rappelle. Je fais un petit aparté que justement Philarète avait menacé de saisir, justement d'exproprier ces monastères et ces laures et ces églises pour les faire siennes, s'il obtenait l'autocéphalie. Donc c'est pas issu de la paranoïa de l'Église orthodoxe russe. Il y a des paroles de Philarète qui donnent à penser qu'effectivement il y a un gros risque. Et donc Hilarion a dit, les orthodoxes se mettront alors à défendre ces lieux saints et une effusion de sang pourrait avoir lieu. J'ai vu juste avant qu'on fasse le site web, donc sur Vesti, la mention d'un sondage qui a été fait par un organisme international en Ukraine et qui montre que seuls 31% des Ukrainiens, de manière générale, soutiennent cette idée d'autocéphalie. Donc c'est absolument pas, contrairement à ce que Bartholomé essaie de faire croire, une demande des Ukrainiens. C'est pas une demande des Ukrainiens, c'est une demande de Poroshenko et de Philarète. C'est-à-dire d'un président qui fait la guerre à sa propre population, qui est impopulaire comme c'est pas permis, et qui est corrompu jusqu'à la moelle et qui ne voit que ses propres intérêts, et en plus qui n'a rien à voir dans l'histoire. C'est pas aux politiques de demander l'autocéphalie. La politique n'a rien à voir avec la religion. Je rappelle d'ailleurs que la constitution ukrainienne sépare de manière très claire la politique de la religion. Mais Poroshenko veut l'utiliser. Voilà, ça soit sur la constitution ukrainienne joyeusement. Il y a un point de la constitution ukrainienne qui dit très clairement que le gouvernement ukrainien n'a pas le droit d'interférer dans les affaires religieuses. Donc, c'est pas à Poroshenko de demander l'autocéphalie à Bartholomé. C'est pas non plus à Philarète de demander l'autocéphalie à Bartholomé. S'il y en a un qui est seul légitime à pouvoir la demander, c'est Onufre. C'est le métropolite de Kiev qui est officiellement reconnu légitime, même par le patriarcat de Constantinople. Donc là, le patriarcat de Constantinople, qui d'ailleurs avait promis en 2016 à Onufre de ne pas aller dans cette direction d'autocéphalie, on voit que les promesses n'engagent que ceux qui les écoutent. Voilà, 2 ans après, la promesse elle a été jetée à la poubelle. Là, c'est extrêmement grave, extrêmement sérieux. On est en train d'assister à une attaque en règle contre l'Église orthodoxe. Je ne sais pas combien d'églises autocéphales vont se rallier derrière Moscou, mais il y en aura certainement plusieurs. Je pense que la Serbie le fera de manière quasiment certaine, ce qui veut dire que Constantinople va perdre. Parce qu'il faut savoir que donc, Bartholomé actuellement peut se vanter d'être entre guillemets le chef spirituel de 300 millions d'orthodoxes, de par son statut de patriarcat œcuménique de Constantinople, donc est censé plus ou moins chapeauter, mais c'est juste comme je l'ai dit une primauté d'honneur liée à l'ancien statut de Constantinople. Là, il pourra plus dire qu'il est chef spirituel de 300 millions d'orthodoxes. Tu vas en perdre la moitié, mon gars, si pas plus. C'est extrêmement grave. Et surtout, ça va provoquer un nouveau schisme dans une église qui n'a pas besoin de ça, franchement, pour des histoires en plus qui sont même pas des histoires de dogme. C'est juste les lubies délirantes d'un patriarche qui enfreint toutes les règles de l'église orthodoxe pour satisfaire les volontés de quelques ultranationalistes ukrainiens et de Washington. C'est tout. Et ça, c'est extrêmement grave. On est en train de foutre de la politique là où il n'y a pas à en avoir. Okay. Voilà, c'est de l'ethnocentrisme religieux et ça n'a pas sa place dans l'Église orthodoxe. On revient au RPD.
À propos de l'enquête donc sur le meurtre d'Alexandre Zakharchenko, qui se poursuit, je le rappelle, toujours avec l'aide du FSB, l'explosif qui a été utilisé a été analysé. Il a été découvert qu'il s'agit d'une technologie de pointe que l'Ukraine ne possède pas et que donc le SBU n'avait jamais utilisée auparavant, ce qui accrédite la thèse donc qu'avait déclaré Bassourine, que les services secrets occidentaux ont filé plus qu'un coup de main au SBU. Oui. Voilà. Donc il semble que l'attentat a été effectué avec la participation du 5e département de contre-espionnage du SBU. Une personne a été arrêtée, elle est passée aux aveux, c'est ce qu'a déclaré Denis Pouchiline, donc qui je rappelle est chef de la RPD par intérim. Donc on attend d'en savoir plus, mais je pense que ça va être assez intéressant. Et si on regarde l'évolution générale de la situation en Ukraine, donc nos auditeurs ne le savent, depuis le Maïdan, l'état financier de l'Ukraine ne fait que se dégrader. Résultat, même le premier ministre ukrainien Volodymyr Groysman a admis sur le plateau d'une chaîne télé que l'Ukraine est dans une situation catastrophique du point de vue de sa dette et qu'à cause de cela, le pays doit collaborer avec le FMI. En clair, augmenter encore drastiquement les tarifs du gaz comme demandé par l'institution. Parce que si l'Ukraine ne satisfait pas ses exigences et n'obtient pas une prochaine tranche d'aide pour payer ses dettes antérieure, l'Ukraine sera amenée au bord du défaut de paiement. Il a dit, je cite, « Nous avons été jetés dans un profond gouffre de la dette. Il est évident que l'économie est en croissance, mais nous avons une dette sur nos épaules que nous ne pouvons pas rembourser par nous-mêmes. Nous devons accéder au marché étranger, restructurer notre dette et réduire les intérêts. » Il a aussi assuré qu'il était pour la réduction du prix des ressources naturelles, c'est-à-dire du gaz, mais que si l'Ukraine ne remplissait pas les conditions requises par le FMI, elle serait menacée d'un défaut de paiement. Il a ensuite déclaré que suite au mémorandum signé avec les créanciers, les promesses n'ont pas été tenues, ce qui a sapé la confiance en l'Ukraine. Oh, tiens, l'Ukraine qui respecte pas des promesses. Bizarre, hein. Donc il a dit qu'il doit régler le problème. La mission du FMI est actuellement sur place en Ukraine depuis le 6 septembre. Le FMI, c'est vraiment la mort au rat, la mort au rat financière. C'est vraiment ça. Donc il semble que d'ici maximum 2 semaines, il devrait rendre compte des résultats de ses pourparlers. Donc d'après les informations que j'ai, le FMI s'apprête à négocier un nouveau programme d'aide qui va remplacer le précédent, qui a lamentablement échoué. Condition donc essentielle, je le rappelle, pour obtenir cette tranche, c'est l'augmentation du prix du gaz jusqu'au niveau du marché pour la population, soit une hausse de 60 à 70%, qui est intenable pour la population ukrainienne, puisque je rappelle que les 2/3 n'arrivent même pas à payer l'ensemble de leurs factures. Malgré donc les risques sociaux et politiques de cette mesure, Groysman a annoncé qu'il était prêt à prendre une telle décision. Et donc hier, c'était la décision de la Cour d'appel de Londres. Elle a accepté l'appel de l'Ukraine, qui a dit qu'ils avaient subi d'énormes pressions en 2013 de la part de la Russie pour accepter donc de contracter cette dette auprès de Moscou, ce qui est du délire, mais bon. Et donc la Cour d'appel a dit ok, donc il va falloir que l'affaire repasse devant la Haute Cour de Londres. Donc c'est l'affaire des 3 milliards de dettes que l'Ukraine doit à la Russie, plus les intérêts. Maintenant on est quasiment à 5 milliards. Pour moi ça s'appelle reculer pour mieux sauter dans le gouffre, parce que oui, ça changera rien sur le temps. Oui, la Haute Cour, sauf grosse influence politique comme là pour l'appel, il y a peu de chances qu'elle fasse un jugement différent de la première fois. C'est d'ailleurs, je pense, peut-être ce délai accordé à l'Ukraine par les Occidentaux qui a repoussé l'attaque prévue hier. Je pense qu'ils lui ont donné un petit peu de répit, bulle d'air, un petit répit. Poroshenko a dû leur dire en gros, écoutez, je suis étranglé financièrement, donc soit je relance la guerre, soit le pays fait défaut, c'est à vous de voir. Donc je pense qu'ils se sont dit, on va leur donner quelques mois, mais c'est tout ce que ça va faire. Faut rajouter donc le milliard d'euros qui va être donné à l'UE par l'Ukraine. Il y a un mémorandum qui a été signé. Le plus tragicomique, c'est que ce mémorandum exige l'application de mesures qui étaient prévues dans le programme d'aide précédente et qui n'ont toujours pas été appliquées. Comme si l'Ukraine allait se mettre demain à combattre réellement la corruption, par exemple. Oui. Voilà. Et en plus, il faut que l'Ukraine se plie aux exigences du FMI. Donc je rappelle... qui sont actuellement en train de négocier avec Kiev. Fait assez notable, la Hongrie a voté contre ce programme d'aide européen à l'Ukraine. C'est peut-être pour ça qu'ils ont des emmerdes, la Hongrie, qu'ils commencent à se prendre une grosse vague de propagande contre eux. Et alors, petit truc, j'hésite à le mettre pendant ce temps-là à Kiev, mais je crois que je vais le laisser dans le truc un peu sérieux de la situation en Ukraine. C'est que malgré toute la propagande déversée en Ukraine depuis plus de 4 ans, un sondage vient de révéler qu'un Ukrainien sur 6 aime bien Poutine et veut rétablir les liens avec la Russie. Ça a été déclaré par Alexei Antipovitch, chef du groupe sociologique ukrainien Rating.
D'après des sondages récents, environ 16% des Ukrainiens ont des sentiments pro-russes et s'expriment positivement à l'encontre de Poutine, ce qui pourrait notamment aboutir à ce qu'un parti pro-russe entre à la Rada, le parlement ukrainien. Il a quand même précisé que la majeure partie de ses sympathisants pro-russes sont dans le Donbass quand même, ainsi que les régions du sud et de l'est du pays. Et il a également assuré que malgré cette orientation favorable à la Russie, tous les candidats au poste du futur président ukrainien seraient pro-européen. Mais à part ça, c'est pas des élections truquées. Ah bah. Non, mais c'est une parfaite démocratie, l'Ukraine, voyons. Oui, tout à fait. Voilà. Donc voilà quelle est la situation. Donc pour l'instant, on a gagné un espèce de pseudo-répit au niveau de cette attaque qui a été repoussée. Malheureusement, on risque donc d'avoir cette décision de Bartholomé qui risque de foutre de l'huile sur le feu et de provoquer une guerre civile généralisée en Ukraine. Ouais. Si vous vouliez démembrer l'Ukraine, vous y prendriez pas autrement, parce que là, donc comme je l'ai dit, les fidèles de l'église du patriarcat de Moscou, donc là dans le sondage que je mentionnais que 31% des Ukrainiens seulement voulaient l'autocéphalie. Quand ont été interrogés les fidèles donc du patriarcat de Moscou, il y en a quand même 40% qui sont exprimés très fortement contre l'autocéphalie. Donc ça veut dire que sur les 35 millions de fidèles qui en Ukraine qui dépendent de ce patriarcat, vous allez en avoir presque la moitié quand même qui seront très certainement prêts à défendre leurs églises. Ouais. Voilà. Bon, je vous laisse faire le calcul. Ça fait quand même facilement entre 10 et 12 millions de personnes. C'est plus que les RPD et les RPL réunis. Oui, c'est clair. Oui. Voilà. C'est quand même un quart de la population officielle ukrainienne et plus qu'un quart de la population réelle de l'Ukraine. Bon, quand un pays va commencer à faire la guerre à un quart de sa population, est-ce que j'ai besoin de vous dire ce qui va se passer ? Parce que là, ça va pas être localisé à une région. Là, ça va être disséminé partout. Et ça risque même de dégénérer à Kiev, puisque je rappelle qu'il y a donc c'est l'ordre des grottes de Kiev, qui est un groupement d'églises et de monastères extrêmement important, extrêmement grand. Je vous laisse imaginer le conflit en plein milieu de Kiev. Ça va être sympa, je pense, entre les fidèles orthodoxes et des bandes néo-nazis. Que ça va se résumer à ça, effectivement. Ça va se résumer à ça. Donc voilà, donc j'espère vraiment que d'autres patriarches vont se rallier au patriarche Kirill, qui vont se rallier à Irénée et à d'autres, et qui vont soutenir Onufre dans cette histoire, parce qu'Onufre, vraiment, là, il a dit, c'est n'importe quoi. Et qu'ils vont se rallier du côté de Moscou pour faire pression sur Bartholomé en lui disant, écoute, je pense si les autres églises appliquent le droit canon de manière extrêmement stricte, en gros, Constantinople pourrait se retrouver toute seule. Ça serait entre guillemets l'idéal, parce que je pense que là, ça forcerait Bartholomé à reculer. Mais si ça ne se passe pas comme ça, on va avoir un schisme, c'est-à-dire qu'on va avoir des églises qui vont soutenir cette hérésie et d'autres qui vont soutenir le droit canon du côté de Moscou. Sauf que Moscou, comme je l'ai dit, c'est une église extrêmement importante, c'est 140 millions de fidèles. Donc là, c'est extrêmement grave. Donc là, on joue pas sur des petites églises ou sur des petites sectes ou des trucs comme ça. Là, on est quand même sur des chiffres extrêmement importants en nombre de fidèles. Donc voilà la situation. Donc promis, je vais faire un article extrêmement complet, mais ça prend du temps. Je suis désolé avec toutes ces histoires avec les problèmes techniques de serveur. Alors, j'ai perdu beaucoup de temps pour développer cette solution alternative. Mettre au point le design, commencer à remplir le site. Et donc, je peux pas aller aussi vite que ce que je voudrais faire sur d'autres trucs. Et donc, je te dis à la semaine prochaine. Je pense que ça devrait, je l'espère, rester relativement calme jusque-là, en tout cas sur le front ici. On va voir ce que ça va donner sur le front religieux. Ça risque d'être une autre paire de manches. Ouais. Je signale aussi à nos auditeurs que lundi aura lieu un briefing du ministère de la Défense russe à propos du MH17. Il semble qu'ils ont des éléments qui vont apporter, qui vont montrer que les éléments de soi-disant preuves fournis par l'Ukraine en fait se retournent contre l'Ukraine. Donc c'est ce qui a été annoncé là sur Sputnik. Donc j'attends impatiemment ce briefing lundi. J'ai moi-même une interview extrêmement intéressante que j'ai faite avec un commandant d'unité qui combattait à Saour Mogila le jour où c'est arrivé, qui a vu des choses très intéressantes. Donc je vous laisse le suspense.
Mais vous allez voir, je pense que là, on va commencer un peu à retourner la situation en termes d'accusation. Je pense que la Russie, après toutes les conneries avec Skripal, etc., a décidé de passer à la contre-offensive sur tous ces dossiers-là, et c'est plutôt une bonne chose. Voilà, donc je te souhaite une bonne soirée, je te dis à la semaine prochaine. À la semaine prochaine, Christelle, merci. Au revoir. De rien, au revoir.